un mot ou deux à Guillaume sur ce point qu'on a abordé là à l'instant, qui est finalement on est dans un labo de recherche et quand on arrive dans le monde industriel, on est tout à fait capable de pouvoir repérer les bons labos, les bonnes personnes. Donc ça aussi, c'est très utile. Oui, donc là, enfin, la question que vous posez, elle est, ça y est, j'ai fait mon doctorat, puis j'ai basculé en entreprise Ouais, et à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile finalement? Parce qu'on a abordé la question de pourquoi moi, jeune ingénieur, je pourrais avoir envie de faire une thèse. oui, Après la question derrière, c'est, heu, en entreprise, en quoi les étudiants qui sont passés par une formation par la recherche sont utiles? Pour moi, un point qui est très, très important, et qui les différencie des autres, c'est que, heu alors en entreprise et puis peut-être particulièrement en France, le recours à l'état de l'art scientifique, pour accroître sa compétitivité, hein, bah, c'est loin d'être une évidence. mm, Parce qu'on a cette culture, de l'innovation faite par les ingénieurs, particulièrement par nos élèves des grandes écoles. On n'a pas toujours ce réflexe de se dire lorsqu'on est confronté à une difficulté, bah, pour essayer de trouver la solution, on va essayer de trouver la solution dans des articles de recherche, voire on va demander avec des laboratoires. Je pense que c'est une méconnaissance dont le coût est élevé pour une entreprise, parce que ça amène, les ingénieurs à faire des choix technologiques dans l'ignorance d'un pan optimisé, de la connaissance scientifique et je trouve que c'est dommage. Donc pour moi, une force des gens qui ont été formés par la recherche, quand bien même après ils sont plus sur des fonctions de R&D, c'est oui, bien de penser qu'il existe un état de l'art scientifique qui peut être sollicité, penser qu'on peut travailler en collaboration avec des laboratoires de recherche sur un certain nombre de sujets et puis, en effet, être capable de les identifier, de trouver les bonnes personnes au sein de ces laboratoires, et je pense que ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, c'est une vraie force. Si j'illustre juste mon propos dans un contexte de jeu vidéo, oui, donc il y a beaucoup de technologies de développement, le numérique est très présent. Donc on a des ingénieurs qui sont des développeurs, qui sont des très, très bons développeurs, mais heu, lorsqu'ils développent un module et cetera, ils pensent pas toujours à l'optimiser, par exemple. C'est-à-dire qu'ils veulent que ça fonctionne, mais ils veulent pas forcément que ça fonctionne de la meilleure façon possible parce qu'ils ont pas le temps, oui, parce que et cetera. Bah, oui. typiquement, l'optimisation sous énormément de formes, bah, c'est une des spécialités, du monde académique, numérique, mathématique et sur certains points, ça peut faire gagner énormément, énormément de 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 performance, qui va Oui, permettre oui. à un produit donné de non pas être juste comme les autres, mais d'être simplement meilleur et ça, je pense que le la formation par la recherche peut faire penser que c'est un outil, de compétitivité d'entreprise. Oui, c'est quand même ça, c'est tout à fait, c'est tout à fait important. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même, alors vous Guillaume, vous en avez parlé, Hussein aussi, sur effectivement je dirais alors, est-ce qu'il faut parler de voie classique? La thèse, quand on a envie de faire une carrière, universitaire, bon évidemment elle est parfaitement incontournable. Pour l'enseignement aussi. Alors, on va demander à Anke si vous pouvez un peu nous raconter votre expérience, puisque vous actuellement, bah, vous êtes enseignante chercheuse et Mmh. donc vous êtes enseignante. Racontez-nous. Oui, alors du coup pour moi c'était très clair, après avoir quitté l'industrie que je voulais, pas aller dans la recherche, que je voulais rester dans la recherche publique et pas retourner dans l'industrie et donc après ma thèse, j'ai passé une année en tant qu'ATER, donc c'est attaché temporaire d'enseignement et recherche à l'université, de Toulouse où j'ai fait ma thèse, puisqu'il est très rare d'être recruté directement après la thèse, souvent il faut faire, un postdoc ou des fois aussi plusieurs. J'ai eu la chance quand même d'être recrutée directement après en tant que chargée de recherche chez INRIA. Ce qui était, j'ai eu la chance de postuler au bon moment dans la bonne équipe qui cherchait quelqu'un et voilà et on m'a reconnu, mon expérience professionnelle dans l'industrie puisque chez INRIA, c'est quelque chose qui intéresse, le lien justement avec l'industrie et donc ça a été un plus et j'ai passé, donc plusieurs années, chez INRIA Bordeaux avant de, prendre un détachement pour, le poste, d'enseignante-chercheuse, à l'ENAC du coup. Il me semble qu'on en parlera un peu plus après, donc j'anticipe, pas tout.
ou vous voulez que je Oui, peut-être aille... vous pouvez juste nous expliquer un petit peu finalement qu'est-ce que ça vous apporte vous d'enseigner et peut-être aussi évidemment ça intéresse l'auditoire. Quelles sont les attentes finalement de vos étudiants par rapport à une thèse? Est-ce qu'ils y pensent? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Hmm. Dites-nous. Oui, donc c'est vrai qu'à l'ENAC, j'ai donc un public, notamment ingénieur ENAC, donc pour devenir ingénieur dans l'aéronautique. Donc c'est vrai que les jeunes, ils savent pas forcément ce que c'est la recherche publique, mais j'ai vu pendant les 7 ans que j'ai passé à l'ENAC que ça évolue énormément. Donc maintenant, on fait beaucoup d'efforts pour intégrer des projets d'initiation de recherche dans les enseignements, donc dans les parcours des ingénieurs ENAC. Ils doivent tous faire des petits projets de recherche, etc., pour découvrir les laboratoires. On les fait visiter les laboratoires. On essaye de leur présenter un peu plus ce que c'est la recherche. Mais je pense qu'il y a encore moyen de renforcer les liens, effectivement. Oui, il y a certainement des Mm, progrès à se faire pour effectivement mieux faire connaître le doctorat, ce qu'il implique et son intérêt et ses limites. Il y a mm, certainement les écoles d'ingé mm, peuvent travailler là-dessus. Alors, puisqu'on parle un peu finalement de comment la thèse est perçue, alors là, on a parlé de l'université. Je voudrais demander à Guillaume euh, ce qu'il pense, s'il y a eu une évolution par rapport à l'idée de la thèse dans le monde de l'entreprise, hein, parce que c'est de notoriété publique et rebattu plein de fois que pendant assez longtemps, finalement, les boîtes étaient assez peu enthousiastes à l'idée d'embaucher un thésard parce que ce seraient des personnes pas assez au fait avec les réalités du monde entrepreneurial et de l'entreprise et un peu dans leur coin. Et d'ailleurs, bon, vous l'avez vu, puisque vous, dans le privé, vous n'y êtes pas resté très longtemps. Alors, est-ce que ce qui est intéressant, c'est de voir si ça a changé ou pas. Vous êtes chez Ubisoft, vous connaissez bien le monde de l'entreprise. Est-ce que ça change, cette image? Alors j'ai quitté rapidement mon monde industriel, mais j'y suis revenu, ce qui montre que quand même Oui, l'image a pu changer. Je pense qu'il y a un effet France qui est singulier, oui, comme on le disait, parce que les grandes écoles jouent un rôle prééminent et ont pendant longtemps incarné l'innovation à la française. Ce qui fait que je ne suis pas sûr que le doctorat ait été considéré comme un moins parce qu'ils n'étaient pas assez ancrés, pas assez ceci. hum, Je hum, pense qu'ils l'ont été tout simplement parce que les habitudes de recrutement étaient très tournées vers les élèves ouais, des grandes écoles avant. Euh, donc, moi, j'ai l'impression qu'en effet, il y a des changements. Par exemple, lorsque aujourd'hui, certaines grandes entreprises en particulier, ont fait le choix de considérer que la thèse était une vraie première expérience. Et donc, hum, un étudiant qui fait une thèse, s'il est embauché par l'entreprise, sera payé aussi bien qu'un ingénieur débutant. Ou quand on recrute un jeune docteur, eh ben, on va considérer qu'en termes d'expérience, il a au ouais, moins autant d'expérience que quelqu'un qui aurait pris un post-master ou diplôme d'ingénieur. Ça, ce sont des changements importants, mais ouais, qui ne sont pas partout encore. Je pense d'accord. qu'à l'international, c'est très différent parce qu'il y a une vraie prime au PhD. Mais Anke l'a dit sur l'Allemagne. Elle l'a Oui, dit. Hein, mais effectivement. c'est le cas. C'est pour ça que je disais, je pense qu'il y a une singularité française. Ouais. Et hors de France, c'est moins une réalité parce que le PhD a une vraie valeur en termes c'est ce que disait Hussein, quelqu'un qui sort d'un PhD, il a une crédibilité Ouais. qu'un ingénieur n'a pas. Après, enfin, un ingénieur docteur, c'est quand même une sacrée force parce que c'est quelqu'un qui va avoir une culture générale scientifique qui lui permet de comprendre énormément de discussions qui impactent énormément de champs scientifiques différents, tout en ayant sur son champ à lui une connaissance experte large
Ouais. Et encore une fois, quand bien même derrière, la carrière se poursuit autour de d'autres métiers, mais le fait de pouvoir avoir une compréhension généraliste couplée à une très très bonne connaissance d'un domaine d'expertise, ça a beaucoup de valeur. Donc en gros, moi, ma perception, c'est que en France, ça a commencé à changer. Ouais. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont pris qui ont pris ce mouvement, mais la mutation n'est pas encore, totale. Il y a encore des entreprises dans lesquelles les, jeunes embauchés docteurs doivent se battre pour avoir une reconnaissance, de leur doctorat comme une expérience, Ouais. pleine Pleine et entière, ouais. Donc il pleine y et a encore entière. beaucoup de progrès à faire. Et, Mmh. je rebondis sur ce que vous dites en soulignant un point qui me paraît tout à fait essentiel. Ce serait pas pertinent finalement d'opposer les deux, c'est-à-dire de dire ah ben d'un côté il y a les ingénieurs et de l'autre côté il y a des docteurs. En fait, quand on a les deux, c'est extraordinaire. Vous venez de le dire, c'est extraordinaire. C'est une force importante qui va permettre de progresser dans sa vie. Alors, je vais demander à Hussein, donc qui nous a expliqué tout à l'heure qui dirige maintenant avec Scalings 80 salariés, c'est quand même pas rien. Donc ça fait 10 ans que la boîte existe. Alors vous, qu'est-ce que vous en dites vous de l'image du thésard dans les entreprises? Est-ce que vous avez vu une évolution ou pas? Je partage ce que Guillaume dit, j'ai vu une évolution, ça c'est clair, en 20 ans. Oui, Parce que moi j'ai été diplômé de l'ESSIE il y a 20 ans. Il y a encore des progrès à faire, mais il y a une évolution. En tout cas, ce que je peux dire chez nous, chez Scalings, on valorise quelqu'un qui vient et qui a une thèse, on valorise ses 3 ans de thèse comme 3 ans d'expérience. Et donc ah oui, on lui donnera un carrément, oui. Donc salaire de quelqu'un qui a 3 ans. Ah oui, oui, oui. vous Et alignez sur le marché oui, international, quoi, mais bien finalement, hein. sûr. Ouais, 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 Mais ouais. parce que c'est quelqu'un, encore une fois, une start-up, on a besoin, on casse tous les codes dans une start-up, hein. On bosse comme des malades, on s'attaque à des défis techniques qui sont d'un autre monde. On a donc besoin de passionnés. Et les thésards, en général, c'est des gens qui sont passionnés. Ils passent 3 ans à bosser sur un sujet qu'ils aiment, ils s'éclatent. Et celui qui a fait une bonne thèse, c'est hyper puissant. Et je partage aussi le fait que la combinaison, le cocktail thèse et diplôme d'ingénieur, c'est explosif. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur des sujets qui sont de plus en plus complexes. Quand vous faites une puce, vous devez comprendre l'analogique, vous devez comprendre le numérique, vous devez comprendre le software, vous devez comprendre le système dans lequel la puce va s'intégrer. Donc, comme disait Guillaume, c'est vrai que la formation ingénieur avec un spectre large, ça aide. Et ensuite, il faut être hyper pointu dans des sujets spécifiques. Et ça, c'est la thèse qui intervient. Et la combinaison des deux, ça donne des résultats spectaculaires. Ouais. Dans votre monde professionnel, je ne parle pas là pour le coup de votre entreprise à vous, vous avez vu quand même aussi une évolution, c'est quelque chose, c'est plutôt positif, quoi. C'est-à-dire, on a Oui, moins de réticence aujourd'hui. oui, 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 clairement. Puis je pense D'accord. qu'on s'ouvre un peu au monde et on voit ailleurs comment ça se passe, comme disait Anke en Allemagne ou Ouais, aux US. Et ouais, je vous redis, même les investisseurs aujourd'hui, ouais. Ce que vous disiez tout à l'heure sur c'est ceux qui quelque chose qui, financent. Hum, hum. oui, c'est quelque chose qui regarde de plus en plus. D'accord. Alors, à propos de financement, on va parler financement de la thèse, hein, parce que c'est évidemment une question majeure pour tous ceux et celles qui nous écoutent, et donc pour tous ces jeunes ingénieurs qui pourraient être tentés par l'aventure du doctorat. C'est comme de tout dans la vie, ça se finance. Alors vous, Hussein, vous nous l'avez dit, hein, vous avez bossé vous, pendant vos 3 années de thèse, vous avez travaillé. Euh, alors, Anké, de votre côté, racontez-nous comment vous avez Mm. financé ces 3 années. Mm. Alors moi, j'ai eu une bourse de l'école doctorale. En général, donc maintenant, je le vois aussi de l'autre côté en tant qu'encadrante de thèse, comment ça se passe. Donc, c'est des bourses qui sont sélectives. Donc, là, une des
un critère de sélection, c'est les dossiers du doctorant ou de la doctorante. Donc, il faut être parmi les meilleurs de sa promo. C'est sûr qu'on ne donnera pas une telle bourse à quelqu'un qui a 10 sur 20 en Master 2. Ça peut être en plus d'avoir fait des expériences de recherche. Donc, par exemple, à l'ENAC, il y a des projets d'initiation de recherche ou la possibilité de faire des stages en laboratoire de recherche, par exemple. Donc, ça peut être un plus aussi pour les écoles doctorales. Oui. Donc c'est sélectif, mais c'est pas impossible. Donc il faut pas non plus se freiner à dire on ne tente pas, puisque des fois on est aussi dans l'embarras d'avoir des bourses et ne pas trouver les candidats intéressés pour les thèses. Donc j'encourage les jeunes de pas se freiner, autocensurer, mais plutôt de tenter. Quand on trouve un directeur de thèse un sujet qui l'intéresse, de essayer. Et puis il y a d'autres D'accord. financements aussi, comme par exemple sur des projets ANR français ou des projets européens. Oui, Qui peuvent... l'Europe finance aussi, hein. Il y a des Oui, donc possibilités de financement, ça, il voilà. faut pas l'oublier. Ouais. Ouais. Et je pense Ouais. qu'il y a même des bourses de thèse pour les sortants des écoles d'ingénieurs spécifiques. Ouais. Pour dire par exemple, une de mes doctorantes actuelles, qui était une brillante ingénieure ENAC, elle a eu plusieurs financements de thèse. Ah oui, carrément, ouais. Oui. Ouais, ouais. Elle était très, très bien. Donc voilà, elle a trouvé plusieurs financements de thèse. Elle en a gardé un seul, bien sûr, mais voilà, il faut Elle a eu le tenter, choix, y oui, aller. oui, il faut tenter. Et là, elle est en thèse, votre. Oui, elle est en thèse entre INRIA Saclay et l'ENAC. Ah, Voilà. super. Bon, Et bah. moi-même, je cherche un ou une doctorante pour octobre 2025 sur Ah le bah projet voilà, bah ANR. voilà, offre Voilà. d'emploi, bah vous êtes au bon endroit et je suis sûre que peut-être que vous allez Voilà. recevoir N'hésitez pas, quelques si ça intéresse CV. quelqu'un. D'accord. Alors, Guillaume, alors vous, à Ubisoft, bon, vous êtes en position de recruter alors soit des thésards, soit des jeunes docteurs. Donc, parlons avec vous des options possibles, hein, pour le financement. Là, on a vu effectivement bourse de thèse, on a vu Europe, mais il y a d'autres moyens. Alors, le financement, c'est en effet un sujet qui est souvent un sujet d'inquiétude. Oui. Et pour moi, ça l'est assez peu. Alors non pas parce que je suis dans une entreprise, mais parce que probablement je suis sur un champ qui est beaucoup connecté à l'intelligence artificielle, qui est assez irrigué de financement. Donc en fait, moi, ma préoccupation comme équipe de recherche, c'est d'attirer des étudiants en thèse ou sortant de thèse pour ce qui nous concerne. Ouais. Donc déjà, le point important, c'est de leur donner envie de venir. Il faut offrir un cadre qui donne envie. Ça passe par une équipe de haut niveau, semblable aux équipes INRIA, par exemple, puisqu'on les a cités à plusieurs reprises. Mm. Il faut des sujets qui soient sympas, cool. Alors forcément, c'est plus facile dans le jeu vidéo que sur d'autres secteurs. Et après, moi, je fais pas de différence entre les thèses fondamentales et les thèses appliquées. La seule chose qui compte, c'est le focus de recherche à un moment donné. Du coup, Ouais. le financement sous-jacent, pour moi, il importe assez peu. On peut collaborer avec des étudiants qui sont en thèse sur des financements publics. Les financements publics pouvant être les bourses de thèse, comme on évoquait précédemment. Vous avez certaines écoles qui ont accès à des financements spécifiques, ce qui est le cas des polytechniciens, ce qui est le cas des normaliens. Vous avez en effet vous avez des régions qui financent, vous avez l'Europe qui finance, vous avez des financements industriels. Donc souvent on parle des thèses CIFRE. Donc en fait, Oui. en termes de financement, il y a plusieurs options. Mais vu d'un ingénieur qui se poserait la question de la collaboration avec un industriel ou avec Ubisoft, par exemple, c'est principalement une question de sujet. Il faut que ce Oui. soit suffisamment connexe avec le jeu vidéo, même si c'est une thèse théorique. C'est une question de choix d'un bon encadrant de thèse, parce que ça, c'est fondamental pour nous de pouvoir collaborer dans un environnement académique qui va nous tirer vers le haut. Et puis, c'est ce que rappelait Anke, c'est qu'à un moment, il faut être un très bon étudiant. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Je fais pas un doctorat juste parce qu'après l'école, j'ai une envie. Et puis, tiens, soit je vais travailler comme développeur dans USS2I, soit je vais faire une thèse. Non, il y a un moment où en fait, il y a une envie. Il faut que ce soit un très bon étudiant. Et donc, on Mm. a besoin d'avoir des signaux qui nous permettent parmi les étudiants qui sont intéressés, de trier ceux qui ont le potentiel pour faire une thèse. Alors, Donc, question naïve, quels sont les signaux pour repérer les bons? Dites-nous tout.
Bah, c'est comme tout, si vous avez un étudiant qui a fait un premier stage dans une SS2I, un deuxième stage dans une banque, et puis qui contacte en disant: «Bah tiens, j'adore les jeux vidéo, j'ai envie de faire une thèse dans le jeu vidéo». Je vais forcément être interrogatif sur les marqueurs qui font qu'à un moment ou à un moment donné, en effet, il y a eu une attraction pour l'innovation par la recherche, pour la recherche, pour etc. Ouais, Donc ouais, les signaux, ça va être, d'avoir exploré, c'est-à-dire d'avoir fait des stages dans des laboratoires de recherche. Il y a pas mal d'écoles qui obligent d'ailleurs leurs étudiants à avoir un stage recherche. oui, Les signaux, c'est, souvent d'avoir fait, un master, en hein, parallèle de sa fin de cursus d'école, pour lequel on va être attentif sur les notes, typiquement bien sûr, bien que va sûr. obtenir, l'étudiant. Et puis, voilà, cette capacité d'avoir essayé de publier, à certains moments. Le champ du numérique, permet de publier relativement tôt, et Oui, donc un étudiant qui aurait, essayé de transformer, un stage en publication, quelles que soient les raisons, bah, typiquement c'est des bons signaux. Puis après il y a la thématique, je dis nous on fait dans le jeu vidéo, quelqu'un qui m'explique qu'il est passionné de jeux vidéo, mais qui en fait a jamais touché à un moteur de jeu, a jamais fait de stage et cetera. Au bout d'un moment, on se dit: «Bah oui, mais je suis pas sûr qu'il y ait une appétence, bien particulière dans sûr. notre domaine». Donc il y a plein de signaux en fait, qui jouent. Moi, un des conseils que je donne aux étudiants qui sont dans des cursus qui sont peut-être, moins prestigieux que d'autres, c'est de faire des projets personnels, c'est-à-dire aller, j'ai fait un jeu, j'ai fait voilà, ou alors j'ai participé à un challenge de data science, ou de et cetera. Pas forcément dans l'objectif d'être dans les premiers parce que la compétition est rude, mais juste au moins pour se mesurer à, ce que c'est l'excellence, Hein. savoir si j'étais loin ou pas, être capable d'avoir du recul sur, ce que j'aurais pu faire, de mieux. Et ça, c'est des marqueurs, pour moi qui sont importants pour essayer de détecter des étudiants qui ont ce potentiel, ce niveau et ce potentiel créatif. D'accord, oui, pour se tester, quoi, d'une certaine manière, hein. Oui. Alors, ce que vous dites aussi, c'est que, donc bon, il y a financement de la thèse, donc là, on en a parlé. Il y a un autre point, qui est un point un peu problématique pour vous, hein, vous m'avez expliqué, c'est cette affaire de négociation de propriété intellectuelle. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oh, oui, rapidement, alors ça concerne peut-être un peu Rapidement, moins oui. les étudiants qui envisagent de faire une thèse, c'est que, Enfin bon. en fait, pour faire un doctorat, on est obligé de passer par une structure, publique, une Mmh, université, une grande école. ouais, Dans ce contexte-là, lorsqu'on est industriel et qu'on essaye de mettre en place un doctorat, on a en effet forcément des négociations de propriété intellectuelle avec le laboratoire, avec lesquels on va travailler. Et c'est vrai que c'est pas d'accord. toujours simple. Là, pour moi, il y a des vraies questions, c'est que ce sont les entreprises qui, à la fin, vont tirer parti des résultats de la recherche en termes de compétitivité. Ce n'est pas les Mmh mh. universités qui vont le faire le plus souvent, Mmh ou mh. alors elles le font, comme dans le cas du CNEN, en créant une entreprise. Heu et on se retrouve parfois confronté à des universités qui ont comme mandat de faire de la recherche, mais si c'est possible, de gagner de l'argent. Et du coup, ça rend difficile parfois les discussions avec Ouais, elles. Donc nous, on est parfois obligé d'abandonner, heu, ouais. quand bien même on a, le bon étudiant, le bon laboratoire et cetera, mais parce que les services de l'université sont beaucoup trop, gourmands en Mmh. termes de, revenus potentiels, tirés des éventuels développements. Ouais, Heu, ouais. mais ça, C'est c'est un vrai que problème là, c'est un ça problème oui, ça politique. inter Je pense que c'est un oui, problème c'est un problème politique, politique et bon. et Mmh. c'est une question de mission. Je pense que les instituts supérieurs de recherche sont là pour faire de la recherche principalement, ils travaillent avec nous. Il ne faut pas qu'ils se transforment en Ouais, ouais. je sais Ça pas, effectivement, c'est un sujet qui est un sujet très important, mais qui est connexe, au nôtre, qui s'adresse à des étudiants en école d'ingénieur. Juste peut-être un dernier mot sur, ce que vous aimez bien, m'avez-vous dit chez Ubisoft, c'est-à-dire l'internships, de PhD. Vous nous expliquez en 2 mots ce que c'est?
Oui, alors ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, peu Ouais. importe la mécanique de rémunération de l'étudiant, qu'il soit sur un financement public, un financement européen, etc. Nous, à un Ouais. moment donné, on peut collaborer ensemble, tout simplement parce que le sujet de l'étudiant étant soit connexe au nôtre, soit directement lié, bah, en fait, on peut mettre en place une collaboration comme le feraient deux équipes académiques qui voudraient travailler entre elles. Et C'est donc, en ça. effet, un mécanisme que moi j'aime bien, c'est l'internship de PhD qui permet à un étudiant de passer 6 mois dans une entreprise. Je trouve que c'est un dispositif qui est super intéressant parce que l'étudiant, il a commencé à montrer sa valeur dans ses débuts de thèse. Oui. Il peut, lui, s'être rendu compte qu'un certain nombre de sujets qu'il développe sont connexes aux nôtres. Et donc, on peut trouver un terrain d'entente qui fait que les 6 mois passés chez nous contribuent à sa thèse. Oui, c'est bien, oui. Oui, oui. Et puis nous, on va amener un environnement expérimental, un C'est jeu, de vraiment la du donnée, gagnant-gagnant, oui, tout à fait. voilà, donc qui lui permettront lui de publier, et puis nous d'explorer une méthode à laquelle on n'aurait pas forcément pensé par ailleurs. Donc je trouve que c'est un très bon dispositif Oui, oui, c'est de très intéressant. collaboration. Voilà. Bien, bah, écoutez, il est 14h26, donc on va passer peut-être à la dernière question, hein. Donc, si je résume un peu ce que j'ai entendu, bon, on comprend que finalement, quand on est étudiant en école d'ingénieur et qu'on veut faire une thèse, bon, finalement, on s'ouvre des portes, hein. On s'ouvre des portes pour une carrière que l'on espère riche et diverse, hein. Mais il faut, vous l'avez dit tous les trois, il faut s'engager finalement dans la bonne filière. C'est-à-dire, en fait, quand on veut faire une thèse, il faut s'engager dans le bon doctorat qui correspond à ses capacités et à ses envies. Alors tous les trois, hein, Guillaume, Anke et Hussein, je vais vous demander de conclure en nous disant, premièrement, même si vous l'avez déjà évoqué un petit peu, mais quels sont les conseils que vous pouvez donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés par cette aventure qui est une vraie aventure de la thèse, et puis vos conseils, et puis si vous aviez un argument, un seul, à faire valoir pour décider un ingénieur de tenter ça, ce serait quoi? Alors, on va commencer par Guillaume, vous êtes à l'écran, allez-y. Donc, une formation par la recherche, à mes yeux, elle a beaucoup, beaucoup de valeur. Et je vais insister, pas uniquement pour ceux qui se destinent à la R&D, parce que souvent, il y a ce biais-là de considérer que si je fais ça, forcément, je vais faire de la R&D, ce qui fait que certains qui auraient un très, très bon niveau excluent une possibilité qui, en fait, a énormément de valeur. Je vais juste citer un exemple. Une des innovations récentes de mon équipe, elle est en cours d'intégration dans plusieurs jeux. Et cette industrialisation, elle est rapide parce qu'elle est faite par un programmeur 3D qui est titulaire d'un doctorat. Mhm. Et pourquoi c'est fondamental? Parce que au-delà de la technique, il saisit l'essence de cette technique-là ou de cette technologie-là plus qu'un autre. Il sait discuter avec mes chercheurs. Et ça, c'est précieux pour gagner du temps dans l'industrialisation de nos innovations. Donc, voilà, donc ça a de la valeur, y compris quand on ne fait pas de la R&D derrière. D'accord. Euh, Néanmoins, s'engager sur une thèse, ça se prépare. Donc mon premier conseil, et c'est ce que j'avais essayé un peu de dire au début, c'est qu'il faut réfléchir à pourquoi vous envisagez de faire une thèse. Répondre à cette question, ça évite de faire un choix pour des mauvaises raisons ou de faire des mauvais choix. Ça permet d'identifier certains endroits à privilégier, certaines équipes à privilégier, certains directeurs de thèse à privilégier. Le deuxième conseil, c'est d'essayer de jauger son niveau. Un doctorat, ça suppose d'être à l'état de l'art scientifique de son champ disciplinaire, et c'est pas possible pour tout le monde. Donc, je crois qu'à un moment, c'est pas juste, comme je disais, je prends un poste dans une SS2I où je fais un doctorat, c'est pas ça. Je pense qu'il faut quand même à un moment ou un autre se dire, est-ce que j'ai cette capacité d'être à l'état de l'art? Ouais. Il y a un pari derrière et puis on ne peut pas se tromper sur ça. Puis peut-être mon dernier conseil, c'est que le sujet importe plus que l'entreprise. Il ne faut pas contacter Ubisoft, si je prends mon exemple, en disant j'adore jouer aux jeux vidéo, j'aimerais faire une thèse chiffre. En fait, non, la question, c'est pas ça. La question, c'est je suis attiré par quel type de champ disciplinaire, quel est le genre de sujet que j'aimerais traiter, est-ce que oui ou non, après, c'est connexe. Et pour être capable de faire ça, bah, il faut explorer. Et donc, mon conseil principal, c'est postuler en stage d'abord,
ou aller faire un stage dans une bonne équipe de recherche publique, l'INRIA, l'université, ou privée, hein, le secteur du numérique a énormément de laboratoires industriels, même mes concurrents, hein, enfin nos concurrents Ubisoft, ont des laboratoires, industriels. Heu, il y a aussi la possibilité de faire une césure, là on sort juste d'un étudiant, qui a fait une césure chez nous. Il est arrivé sur un stage, qui était ouvert, qui pouvait être un stage très ingénieur ou un stage très recherche. On a décidé de le faire en fonction de son profil. Le stage a été exceptionnel. Il a donné lieu à une publication qui est en cours de soumission dans, une des plus Super. prestigieuses, revues de l'intelligence artificielle et en fait, ça lui a permis de toucher du doigt ce que c'était la recherche chez nous. Il se trouve que là, il termine son diplôme d'ingénieur en faisant un master, de très, très haut niveau et puis peut-être qu'on le retrouvera, pour la suite. Donc, voilà mon Bah, voilà un exemple inspirant en voilà, tout cas. Bon, voilà. Anke, Mm. allez-y, les conseils et l'argument massu. Alors, c'est quoi? Oui, alors les conseils, je rejoins un peu Guillaume. Moi, je dirais que c'est un triplé entre le sujet, l'encadrant et la doctorante. Donc, effectivement, le sujet, c'est hyper important. Quand on s'écoute un peu soi-même, on peut, je trouve, toujours identifier les sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, par exemple, pour moi, le domaine de l'interaction humain-machine est très large. Tous les sujets en interaction humain-machine ne me passionneraient pas. Ouais. Les miens, j'y travaille. Toujours aujourd'hui, je trouve des sujets qui me passionnent. Et je vois, par exemple, pour moi-même, qu'il y a souvent en lien un peu une application sociétale ou très pratique, améliorer des choses concrètes pour les êtres humains. Et donc, chacun a un peu ses passions. Donc, il faut s'écouter, il faut choisir un sujet sur lequel on a envie de travailler à fond pendant 3 ans parce que ça sera ce sujet-là, un peu dévié un peu, mais voilà, faut vraiment qu'on a envie de creuser. L'encadrant, c'est très important que ça marche entre l'encadrant et le doctorant. On est tous des êtres humains différents. Les encadrants ont leur style de travail et les doctorants ont leur style de travail. On peut s'adapter un peu, mais il y a des combinaisons qui ne fonctionnent pas et qui sont difficiles à faire marcher. Et je suis d'accord, si on peut faire un stage en master, c'est une bonne possibilité pour tester si on s'entend bien avec les encadrants. Et sinon, il y a aussi toujours le moyen de se renseigner, de contacter des anciens doctorants, par exemple, aller sur les sites web des directeurs de thèse, regarder les alumni et les contacter et voir un peu leur retour d'expérience. Mm. Sur les styles d'encadrement, est-ce qu'on est hyper libre ou très accompagné, etc. Donc ça, c'est important, je pense. Et puis l'argument pourquoi faire une thèse, alors j'allais dire, donc pendant 3 ans, on peut travailler à fond sur un sujet dont on est passionné, on a beaucoup de liberté, mais pour rajouter un peu d'autres arguments qui n'ont pas été dits tellement, je trouve que c'est un domaine où on rencontre des gens super intéressants, super intelligents, on n'arrête pas d'apprendre des choses et on rencontre des gens de tous les pays du monde. Maintenant, j'ai un réseau, je peux voyager où je veux, je connais quelqu'un quasiment. Donc, c'est quand même super aussi de voir cette différence culturelle et les rencontres qui s'est créées et choisir avec qui on peut travailler, avec qui on a envie de travailler par la suite. Eh ben, écoutez, merci. Effectivement, l'argument du sofa pour aller visiter la Malaisie, c'est tout à fait, c'est tout à fait intéressant. Hussein, vous êtes le dernier. Alors, vos conseils aux jeunes ingénieurs et votre argument massu pour faire une thèse. Alors, pour compléter ce que Anke et Guillaume ont dit, moi, je les rejoins tout à fait. J'ai peut-être deux conseils. Le premier, c'est il n'y a pas un moment idéal pour faire une thèse. Il faut vraiment le sentir et avoir envie. Et ça, c'est très important. Ça peut se faire juste après le diplôme d'ingénieur ou après une expérience industrielle et on y revient. Moi, c'est ce que j'ai choisi, hein. Ça m'a permis de mieux comprendre les problématiques, voilà, d'avoir le choix de choisir ce que j'allais faire après, approfondir pendant le reste de ma vie. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que j'entends souvent des jeunes qui disent qu'ils veulent faire une thèse, mais il y a l'aspect financier derrière. Honnêtement, je pense que c'est un investissement, un investissement et vous aurez votre retour sur l'investissement si vraiment vous faites une bonne thèse. Je pense que le plus important, c'est pas se dire est-ce que je vais bien gagner de l'argent pendant ma thèse ou est-ce que je vais pas perdre 3 ans parce que je ne serai pas bien payé, mieux payé ailleurs en faisant autre chose. Je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Si vous avez vraiment envie de faire une thèse, si vous êtes passionné,
S'il y a un sujet qui vous intéresse, allez-y. Et je peux vous dire que si vous faites une bonne thèse, si vous allez au fond des choses, si vous travaillez avec un industriel, si vous levez des verrous, si vous faites une super thèse, je peux vous assurer que l'argent, ce ne sera plus un problème après. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir la vision court terme. Faites quelque chose que vous aimez, allez au fond des choses et après, le reste suivra naturellement, j'ai envie de dire. OK, ça, c'est le deuxième conseil. L'argument massue, alors, bon, moi, je crois que vous l'avez bien compris. Je suis un entrepreneur dans l'âme et mon argument massue, bah, c'est tous ceux qui ont la fibre entrepreneuriale. Je peux vous assurer que le doctorat, la thèse, c'est un vrai tremplin pour une carrière entrepreneuriale, pour créer une start-up qui va changer le monde. Ça va vous donner confiance en vous. Ça va comme disait Guillaume, là, il n'y a pas de limite dans la créativité. Et voilà, on a besoin de gens comme ça pour changer le monde. Écoutez, merci, un grand merci à trois pour vos témoignages qui étaient absolument passionnants et je suis sûre qu'ils ont intéressé l'auditoire. Alors, il est temps pour nous de laisser la place au forum. Hein. Oui, il est 14h36. Donc, ce forum où interviendront des docteurs et doctorants du numérique. Hein. Alors, pour être un peu précise, il s'agit d'un dialogue avec trois jeunes docteurs et doctorants et ça va maintenant s'organiser, hein, là, incessamment sous peu, en séquence de 20 minutes, hein, 20 minutes dans une salle virtuelle spécifique. Alors, il vous suffira de cliquer sur les liens qui s'affichent sur vos écrans, hein, qui vont s'afficher, pour rentrer dans ces salles. Donc, est-ce qu'on peut voir les... Oui, Aline, je vais projeter les liens tout de suite. Alors, ce sont des liens qu'il faut cliquer directement Okay. sur la présentation. Je vais les mettre aussi dans le chat. Et ensuite, Très dans bien. chaque salle, après chaque séquence de 20 minutes, une planche identique avec les liens vers les deux autres salles sera également projetée. Donc, vous pourrez basculer d'une salle à une autre de manière tout à fait simple. J'ajouterai, alors Aline, avant de finir, je vais vous les remercier pour votre précieuse animation. Je voudrais remercier aussi nos trois intervenants pour les échanges quand même d'une qualité assez exceptionnelle. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Et donc pour le forum, comme je vous disais, je vais afficher tout de suite les liens. Et ensuite, nous débuterons le forum à 14h45, le temps de nous permettre de préparer chaque salle. Et ensuite, à 14h45, les différentes séquences commenceront. Et n'hésitez pas à vous répartir dans toutes les salles 1, 2 et 3. Et ensuite de basculer de l'une à l'autre ensuite. Merci beaucoup à tous. Merci à tous et je souhaite à tous et à toutes une bonne suite de ce webinaire tout à fait passionnant. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, tu veux que j'aille dans 3 ? Ouais.